bonjour. Réduction du train de vie de l'État, coupe drastique dans les programmes sociaux, remise à plat des avantages acquis. Dans son dernier ouvrage intitulé L'échéance, publié chez Fayard, il annonce la couleur aux Français. L'heure de la douloureuse a peut-être sonné. De passage à Lyon, à l'invitation de l'association Le Cercle, l'écrivain et journaliste François Decloset est l'invité de Droit de Cité cette semaine. François Decloset, bonjour. Bonjour. Alors on va beaucoup parler de la situation économique et financière, bien sûr, dans cette émission. Et on commence tout de suite avec Jean-Pierre Vacher. Alors François Decloset, vous citez dans votre ouvrage les 70 milliards que Philippe Séguin avait annoncé comme les économies qu'il fallait faire. François Fillon... maintenant deviennent 100. Oui, qui deviennent 100. Alors François Fillon a annoncé 7 milliards d'économies pour 2012, 17 milliards 2012-2016. On est encore loin du compte ? Oui, d'autant qu'en matière d'économie, il n'y a que les premiers pas qui ne coûtent pas. Et imaginez, vous êtes surendetté, on vous dit il faut réduire votre train de vie. Bon, en un premier temps, vous cessez de passer des vacances luxueuses, vous renoncez à des sorties dans des grands restaurants, c'est pas très pénible. Ah, mais ça suffit pas. faut prendre une petite voiture, faut prendre un petit logement, ça devient désagréable. Ah, mais ça suffit toujours pas. Et vous comprenez, plus nous avancerons dans cette inévitable réduction de notre train de vie, et plus ce sera difficile. Donc, déjà, on se met à hurler, parce que ce qui est d'extraordinaire, c'est que les Français vivent depuis 30 ans dans le mythe et l'illusion qu'ils subissent des politiques d'austérité. Vous n'entendez que ça. Non à la rigueur du gouvernement, non à l'austérité. Ça nous fait souffrir. Et c'était rien du tout à côté de ce que vous promettez ? Mais il n'y a jamais eu en France de politique de rigueur et d'austérité. Il y a toujours eu un déficit baptisé relance. C'est-à-dire que nous vivons dans la relance permanente depuis 30 ans, relance totalement inefficace pour créer des emplois, mais d'une redoutable efficacité pour accumuler les dettes. Donc vous dites dès aujourd'hui, il faut s'attendre à un autre train de mesure pour début 2012 ou tout de suite après l'élection présidentielle ? Le problème, il se pose même plus comme ça. Désormais, la question n'est plus de définir un itinéraire c'est plus ça. C'est que nous sommes au bord du précipice, qu'à tout moment nous pouvons tomber et qu'il nous faut calculer pour que jamais le pied nous manque. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous étiez ministre des Finances, l'année prochaine, vous devriez aller voir ces fameux marchés financiers. Il faut cracher, c'est les marchés financiers. Bon, vous devriez aller les voir pour chercher auprès d'eux 170 milliards d'euros. OK ? Bon. Alors, ils vous les prêtent aujourd'hui, français, gentil, bon, à 3%. 3%, ça va. Mais s'ils se mettent à n'avoir plus confiance dans la France, dans par exemple, la politique perdant financière, perdant un triple A, ou même simplement, tiens, on n'a plus confiance, ah ben, pour vous, ce sera du 5%, ce sera du 6%, ce sera du 7%. Et à ce moment-là, le pays est étranglé. Oui, c'est ce qui est qui risque de se passer pour l'Italie. À ce moment-là, ça commence une spirale infernale. Plus les taux augmentent, plus vous devez vous endetter. Plus vous endettez, plus vous vous fragilisez. Plus vous vous fragilisez, plus les taux... Et voilà. Il faut savoir qu'à tout moment, à partir de maintenant, ça peut arriver à la France. Et que donc, il est tout à fait clair, d'abord, que ce plan présenté par François Fillon l'a été parce qu'il savait que s'il ne le présentait pas, on plongeait immédiatement. Et je peux vous dire que si demain, je risque pas de se produire, mais imaginez que le Parlement dise « on veut pas de ce plan, on veut pas d'économie, rien, on balance tout en l'air ». Immédiatement, nos taux d'intérêt augmentent et hop, on part, comme disent les financiers, dans l'effet boule de neige. Dans une spirale infernale. En spirale. Donc, il va falloir en permanence ajuster les mesures pour ne jamais connaître les attaques que, évidemment, subissent les Grecs, mais même les Italiens. Là, vous dites, on a fait le service minimum sur les mesures qu'on pouvait prendre, parce qu'on est en pré-campagne. Ce qui m'ennuie, c'est que, justement,
le gouvernement est tout entier dans cette attitude. Il faut sauver le triple A, il faut éviter la catastrophe, il faut neutraliser les marchés, on ajuste etc. et on met des pansements, en fait, voilà, on colmate les brèches. voilà. Et il n'y a pas une perspective à plus long terme. Ça, faudra en parler. Quand on est dans cette situation de surendettement, il ne faut pas se contenter de calmer comme ça ses créanciers. Ça ne mène à rien. Il faut une politique qui implique toujours des sacrifices, ça c'est sûr, mais qui en même temps dresse une perspective d'avenir, ce qui est essentiel pour la France, parce que effectivement nous avons nos dettes, mais il y a le déficit commercial, 75 milliards de déficit commercial, un effondrement complet de notre compétitivité, contrairement à ce qu'on dit, pas vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis des Allemands. Et là, vous ne les voyez pas, ces perspectives d'avenir tracées? Pour l'instant, il n'y en a pas. On se contente de la rigueur pour la rigueur? Elles sont esquissées. Elles sont esquissées, mais elles ne sont pas tracées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, donc vous le voyez, la France est dans une situation d'urgence, de danger. C'est exactement comme s'il y avait l'ennemi, la guerre était déclarée, et puis l'ennemi est à la frontière et à tout moment peut percer le front et nous attaquer. Nous sommes dans ce genre de situation. On est en guerre, François de Closel. Absolument, il faut le dire. Il faut dire. Et en guerre, vous ne faites pas la politique de la même façon. Quand vous êtes en période de paix, bon, il y a une droite, il y a une gauche, la gauche fait la politique de la gauche, la droite fait la politique de la droite, tantôt on prend la gauche, tantôt on prend la droite. Bref, il faut bien être conscient que la France est naturellement gouvernée de façon hémiplégique. Un moment, c'est la gauche qui gouverne, un moment, c'est la droite, mais c'est jamais les deux en même temps. Et quand vous arrivez dans ces situations, eh bien, il faut faire une politique de guerre qui utilise à la fois les méthodes de la droite et de la gauche. Alors, concrètement, quand vous voulez rétablir les finances, il faut agir de deux côtés. Il faut agir du côté des recettes. Alors ça, en général, c'est la gauche qui sait faire, qui augmente les impôts. Et du côté de la dépense, ça, en général, c'est la droite qui sait faire. Elle essaye de réduire les dépenses. Eh bien, il faut faire les deux en même temps. Donc, vous voyez, une politique de droite et de gauche en même temps. Justement, là, quand on fait en gros 2 tiers de recettes en plus et 1 tiers d'économie seulement, vous dites qu'on ne prend pas la mesure de ce qu'il faut faire exactement, quoi. Oui, mais ce n'est pas assez clairement énoncé. Parce qu'aujourd'hui, alors, par rapport à ces efforts à faire, je crois que la France, les Français sont complètement bloqués et notamment, comment dirais-je, ils ont un blocage fiscal. Et qui, à mon avis, remonte à 2-3 ans. Pourquoi ? Parce que nous avons découvert, moi-même je n'avais pas conscience complètement, nous avons découvert qu'on se fiche de nous avec ce système fiscal. Pourquoi ? Parce qu'on affiche des barèmes, des voilà, tel niveau, on paye ci, on paye ça. Et puis qu'on a découvert depuis 2 ou 3 ans que c'était pas vrai du tout. Que notre système était fait de telle façon que les plus riches, les plus fortunés, tout en haut, les taux de fiscalité les moins élevés, ils optimisent. Ah, ils fraudent pas, ils optimisent. Et ils optimisent, c'est-à-dire qu'en réalité, ils payent très peu d'impôts. Alors ça, vous comprenez, on ne peut pas demander aux Français de faire des efforts, notamment dans le domaine de la réduction des dépenses, si d'abord on n'arrête pas ça. Pourquoi moi... Et ça, c'est vrai pour les particuliers et pour les entreprises aussi. Oui, vous l'expliquez bien sûr. Sur aussi la fiscalité des grands groupes bien sûr, par rapport aux petits. Qui payent très peu d'impôts. Et alors, bon, on dit, on va raboter les niches fiscales. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Il faut les supprimer. Non, parce que beaucoup corresponded à des nécessités. Simplement, au lieu de prendre le problème du côté de la niche, prenez-le du côté du contribuable. Il faut poser en France une règle. Aucun contribuable ne pourra, à travers toutes les déductions, les exonérations, trucs machin, ne pourra réduire ses impôts de plus de 10%. Tout contribuable paiera au moins 90% de l'impôt affiché. C'est fini les millionnaires qui vont investir soi-disant en Outre-mer et qui ne payent pas un sou d'impôt. Tout de suite dire ça aux Français. Alors évidemment, les niches fiscales, elles en prendront un coup. Vous voyez, dans l'autre sens. Tandis que tant que vous vous contentez de dire on rabote les niches fiscales, il y a quand même ce truc qui passe pas, c'est l'affaire Bettencourt, c'est de découvrir que la femme la plus riche de France paye un pourcentage d'impôt de cadre moyen. Ça ne passe pas.
Et vous dites quand même clairement que si on veut trouver 60 milliards, on peut les trouver facilement dans les niches fiscales. On peut les trouver sans dans les grande niches. difficulté. On peut trouver pas les 60 milliards, on peut trouver 20 milliards probablement, mais en sachant qu'à chaque fois, dans chaque niche, il y a un molosse qui hurle dès qu'on veut la couper. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, il faut d'abord rétablir la justice fiscale. Alors là, il y a des mesures qui ont été prises, qui sont intéressantes, légalisation des prélèvements sur les revenus du capital, sur les revenus du travail, etc. Mais je vous dis, il aurait fallu d'abord dire désormais, tout contribuable paiera ce qu'il doit payer selon les barèmes et il n'y aura plus d'optimisation fiscale, c'est fini. C'était la première chose, et c'est là qu'ils ne comprennent pas. Et à ce moment-là, il fallait aller plus loin, même la gauche ne le demande pas. Et bien, il fallait que la droite double la gauche là-dessus, pour pouvoir ensuite dire, maintenant, venez ici. D'accord, on a fait ce que vous vouliez sur les recettes, maintenant, on va faire sur les dépenses, et là, il faudra aussi être solidaire. François de Closet, je vous écoute parler depuis le début de cette émission et ça ressort aussi dans votre livre. Alors là, vous utilisez beaucoup le champ lexical de la guerre, on l'a entendu. Vous dites on est au bord du précipice. Quand vous avez écrit L'échéance, qui est paru chez Fayard, mais vous l'avez écrit évidemment il y a quelques mois, est-ce que vous aviez peur qu'on vous traite, qu'on vous taxe de catastrophisme? Parce que vous l'annonciez, cette catastrophe. Mais ça fait 20 ans que de livre en livre, je répète que l'accumulation des déficits va conduire la France à la catastrophe et qu'on me traite de catastrophiste. De déclinologue? Notamment. Mais je ne comprends rien dans l'économie moderne. Les dettes des États, ça n'a rien à voir avec les dettes des particuliers. Les États ne payent jamais leurs dettes, ça n'a aucune importance. On m'a raconté tout ça sur tous les tons. Et là, effectivement, quand je disais cette fois, je pense qu'avec la conjugaison de la crise de l'État-providence et de la crise financière, nous arrivons à l'échéance, c'est-à-dire au moment où nous pouvons nous effondrer sous le poids de nos dettes, effectivement, je décrivais ce qui allait arriver. Ce que je ne pensais pas, c'est que je décrivais l'histoire des semaines à venir, suivant la publication de mon livre, et pas seulement l'histoire des années suivantes. François de Closet, journaliste et écrivain, est l'invité de Droit de Cité cette semaine. Alors François de Closet, on a abordé qu'un tout petit aspect de la situation économique depuis le début de cette émission. On vit une crise de l'euro et de l'Europe aujourd'hui à travers la question des dettes souveraines et notamment celle de la Grèce, puis celle de l'Italie et peut-être un jour celle de la France. En tous les cas, vous vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de différence. En tout cas, on n'a rien à envier à la dette italienne. On a autant de difficultés, si ce n'est plus? Oh, la situation économique de la France n'est pas meilleure que celle de l'Italie. Bon, on croyait pourtant. Mais non, bon, ils ont une dette qui est plus grosse que la nôtre, ça c'est vrai. Mais en dehors de ça, sur le plan budgétaire, ils sont en bien meilleure situation que nous. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas à supporter le poids des frais financiers correspondant à cette dette énorme, ils seraient eux en excédent. Nous, même sans nos charges financières, c'est-à-dire primaires en déficit, nous sommes en déficit, n'est-ce pas? Leur commerce extérieur va beaucoup mieux que le nôtre. Non, il se trouve simplement que l'Italie est mise en cause, au fond, sur sa gouvernance. Les marchés se disent, avec un Berlusconi à sa tête, ils n'y arriveront pas. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement dans les marchés financiers des investisseurs qui, eux, très normalement, vous disent, si je n'ai pas confiance dans le fait que vous nous rendrez ce que je vous prête, je vous prends des taux d'intérêt plus élevés. Ça, c'est pas de la spéculation, c'est normal, c'est le commerce de l'argent. Et puis, il y a les marchés financiers. Les spéculateurs. Alors eux, les spéculateurs, ils ont un outil de spéculation, on appelle ça le CDS ou quoi, ils font des paris sur l'Italie va se casser la figure, l'Italie va se casser la figure. Et c'est pas simplement une prédiction, c'est je parie de l'argent sur le fait que l'Italie va se casser la figure, et je vais tout faire pour que l'Italie se casse la figure, car si l'Italie se casse la figure, hop, j'empoche des milliards. Il y a donc là une spéculation autoréalisatrice, abominable, il faut le savoir, et il ne faut pas lui donner prise, parce que ça accentue le risque. Au global, c'est quand même la crise de la zone euro et
quelque part l'Union européenne qui a failli, puisqu'on nous avait parlé de convergence, d'harmonisation des politiques, et finalement rien ne s'est fait mais qu'est-ce que de vous tout voulez? cela. Il y avait un pari au départ. Moi, je me dis aujourd'hui, mais pourquoi tu as voté Maastricht? Au fond, je suis un peu patriotique, pour pas dire nationaliste. Hein. Je ne crois pas à la mort de la nation, parce que on dit on va remplacer la nation par l'Europe. Non, quand la nation disparaît, c'est la tribu et le marché qui réapparaissent. Et moi, je préfère la nation à la tribu et au marché. Bon, c'est comme ça. Et pourtant, j'ai voté pour Maastricht. Non, j'ai voté pour. Pourquoi j'ai voté pour? Parce que déjà, et comme ça se voyait dans mes livres, j'avais le sentiment que la France ne contrôlait plus ses finances, n'en était plus capable. Et je voyais que le déficit nous conduisait à la ruine. Et donc je me suis dit, c'est formidable. Avec la discipline de l'euro, on passe les commandes à Bruxelles, et Bruxelles va tenir nos finances. Donc j'ai marché. Je n'avais pas imaginé la monstrueuse démagogie d'un Jacques Chirac, qui a utilisé ce dispositif pour, au contraire, surendetter la France et conduire à la catastrophe. Et Sarkozy était parti dans la même situation, et Jospin a fait pareil. Donc, ce qui devait nous interdire le déficit a au contraire servi à couvrir le déficit. Et c'est comme ça que nous arrivons à la catastrophe. Et idem pour la Grèce, notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, la sortie de l'euro pour la Grèce, c'est inéluctable? Moi, je poserais le problème en sens contraire. Est-ce que l'on peut imaginer qu'un pays qui est dans la situation de la Grèce, pour ne parler que de la situation économique et financière, puisse encore respecter les critères européens, puisse se redresser? On ne l'a jamais vu, sans recourir massivement à la spéculation et à l'inflation. Or, ce qu'il y a de très particulier avec l'euro, c'est que les deux grands systèmes d'ajustement des finances, qui sont la dévaluation et l'inflation, tout à coup, ils sont bloqués. On ne peut pas y toucher. Et donc, parce que l'État français s'est déjà trouvé dans des situations surendettement. Comment il s'en est sorti? Bon, il était surendetté vis-à-vis des Français. Alors, bien, les Français. Mais en faisant de la dévaluation et de l'inflation, il a payé les Français en monnaie de singe. Hop, on a ruiné la classe moyenne et l'État s'en est sorti. Est-ce que ça veut dire, François de Crozet, que la solution pour la Grèce, c'est aujourd'hui la sortie de l'euro et la dévaluation? Il n'y a pas de solution à terme pour la Grèce dans le cadre strict de l'euro. C'est une question de bon sens, on le voit. Mais, si la Grèce devait brutalement, de façon sauvage, faire défaut et être en faillite, là, il s'abattrait sur le peuple grec, pas sur les armateurs, rassurez-vous, sur le peuple grec. Un malheur par rapport auquel tout ce que les Grecs ont connu jusqu'à présent ne serait plus que des inconvénients. C'est ça. Il faut en être conscient. Donc il faut comment pourrait-on, de façon, alors que ce n'est pas prévu dans les traités, créer, je dirais, une structure de résilience qui permette à la Grèce de se retrouver, de se remettre sur pied? C'est ça le problème. Il faut avoir le courage de le poser comme ça et de ne pas se fermer les yeux sur le fait que même aidée, même avec la restructuration de sa dette, la Grèce ne pourra pas s'en sortir comme ça. Même si, comme le disait il n'y a pas longtemps Dominique Strauss-Kahn, on fait fi de la dette grecque, on l'oublie, on la raye, elle n'existe plus, ça ne suffirait pas. Parce que là, on est à 50%, mais on pourrait la supprimer totalement. Mais de toute façon, et dans l'état actuel des choses, si on supprimait toutes les dettes de la Grèce, comme ça, elle se trouvera encore lourdement en déficit, puisque les impôts ne rentrent pas, ce qui est le problème de fond. Donc l'État grec n'a pas de ressources, très peu de ressources. Et on ne peut pas le mettre sous tutelle. Et donc la Grèce, pour finir son budget, chaque année, elle irait vers les marchés. Évidemment, elle trouverait partout les guichets fermés. Donc, on ne s'en sort pas comme ça. Donc, l'Europe a failli quelque part. Le G20 qui s'est tenu il y a quelques jours a accouché d'une souris, ou enfin, pas de décision marquante. Ce fameux gouvernement mondial dont on parle depuis des années, il ne verra jamais le jour. Espérons
que de notre environnement à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, viendront des éléments de solution. Espérons, mais ne comptons pas dessus. Aidons-nous et nous verrons ce qui peut arriver de bon de l'extérieur. Mais a priori, c'est plutôt, nous sommes sur une mer tempétueuse, nous avons plus à craindre des ouragans qu'à espérer des alizés. Il faut quand même en être conscient. Et une chose qui m'inquiète... Mais vous croyez quand même qu'un pays tout seul peut s'en sortir ? Bah, bien sûr. Parce que l'idée du G20, c'était quand même de dire, bon, face aux tempêtes mondiales, on s'organise et on rassemble les principaux pays de la planète et on essaye de trouver des mesures. Un pays seul taxation sur les transactions financières, par exemple. Absolument s'en sortir. Il y a toutes sortes de pays qui s'en sortent beaucoup mieux que nous, tout de même. Faut pas, hein, faut être sérieux. Et ce qui m'ennuie, c'est que tous les gens aujourd'hui trouvent « Ah, mais j'ai l'idée. Il faut, avec notre dette, tout ça. Oui, ce qu'il faut, c'est, vous avez entendu ça, mutualiser les dettes, que la banque européenne... Une grande coopérative mondiale. Oui, européenne. Hein. On va mettre des eurobonds, etc. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des périphrases pour dire... Les Allemands ont de l'argent, on a des dettes, hop, il faut mettre le tout ensemble pour que le crédit de l'Allemagne serve à nous sortir de nos dettes. C'est ça. Et c'est pour ça. Alors on dit, mais qui sont bêtes ces Allemands? Pourquoi ils ne veulent pas que la banque centrale puisse monétariser les dettes, etc. Parce que les Allemands ne sont pas idiots. Et je dis, oh, mais ils nous voient venir comme ça. Il me dit, et vous faites les dettes, nous, on fait des économies, et hop, on va vous financer en permanence. C'est pas sérieux. Donc, essayons d'abord... C'est aussi l'Asie et la Chine qui nous financent, qui vont nous financer. Oui, si la Chine nous finance, ça veut dire très concrètement, hein, c'est un autre problème, ça veut dire que en contrepartie, nous ne pourrons plus jamais prendre même des mesures très temporaires de protection face au dumping chinois, serait-ce que protection monétaire ou autre. Hein. Et il faut quand même en être conscient. Non, cessons de croire que tous nos malheurs viennent de l'extérieur et que la solution viendra de l'extérieur. Ce n'est pas vrai. Et c'est vrai dans aucun secteur. Prenez même le secteur bancaire. Là, on vous dit, ah, mais les banques, on ne peut rien faire. Il faut l'autorisation de Wall Street pour faire quelque chose. Mais on se fout du monde. Le Canada, il y a 10 ans, a imposé des règles strictes à ses banques. Le résultat, pendant la crise financière, il n'y a pas eu un problème avec le système bancaire canadien. Alors, et ils sont plus proches de nous que de Wall Street que nous. Donc, cessons de croire, c'est pas du tout l'Europe qui nous a fait accumuler ces dettes. Nos problèmes viennent de nous. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons tant de difficultés à réduire nos dépenses, et c'est pas l'Europe. François de Closet, on arrive bientôt au terme de cette émission, le temps court très vite, mais on arrive aussi bientôt à des échéances électorales importantes. Oui. Vous faites un certain nombre de propositions. En gros, vous dites il faut soit une révolution de nos fonctionnements, soit c'est le chaos. Est-ce que vous estimez que tout ou partie de vos propositions peuvent être reprises par des hommes politiques, des candidats à l'élection présidentielle, ou bien que c'est tellement impopulaire, les mesures que vous proposez, que c'est tout simplement impossible, et ce qui est peut-être une des explications qui fait que vous-même, vous n'êtes pas entré en politique? Mais attention, on ne peut rien faire si on ne tient pas compte de l'invité de cette campagne électorale. L'invité qui commence seulement à pointer son nez, c'est-à-dire les événements, c'est-à-dire l'actualité, c'est-à-dire les crises, c'est-à-dire les tempêtes. Si on pense que nous aurons un long fleuve tranquille qui nous conduira à l'élection, on ne peut rien changer et tout ce que je dis est du vent. Mais déjà, vous voyez que en l'espace, là, de 2 mois depuis que ce livre est sorti, ce livre est devenu le scénario de l'actualité. Vous voulez savoir ce qui se passe? C'était écrit. Et ce qui va se passer, c'est encore écrit dedans. Donc, c'est pourquoi le gouvernement est obligé de faire ça? Parce que la pression des événements l'oblige à faire. Par exemple, à augmenter les impôts en année électorale. C'est complètement dingue. Mais là, on n'a plus le choix. François de Closet, juste une citation à la fin de votre ouvrage. Vous dites « À l'heure de la mobilisation générale, l'alternance traditionnelle est disqualifiée. Que le pouvoir soit de droite ou de gauche, il devra amener une politique nationale au-delà des clivages traditionnels. Le choix électoral qui garde toute sa pertinence porte sur la capacité des équipes dirigeantes et non sur les programmes. » C'est du François Bayrou, ça, non? Pas forcément.
Ni droite ni gauche, ou gauche et droite ensemble? Non, je ne dis pas que les notions, je ne dis pas que les notions de droite et de gauche ne sont pas pertinentes. Je dis que nous sommes en temps de guerre et que ce qu'il faut, c'est pas forcément une union nationale, peu importe que le gouvernement soit de droite, qu'il soit de centre, qu'il soit de gauche. Ce qu'il faut, c'est qu'il mène une politique de rassemblement, et ce qu'il faut surtout, c'est que la classe politique dans son ensemble soit d'accord pour éviter de se battre sur, je dirais, le front, là, pour éviter la catastrophe financière. Parce que s'ils font la politique du pire, en se disant si la France perd son A, nous on gagne les élections, alors nous sommes fichus. Si au contraire, on a une classe politique qui se mobilise pour éviter la catastrophe, ce qui n'empêche pas le combat politique qui est indispensable, alors on s'en sort. Merci François de Closet d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'échéance chez Fayard, écrit avec Irène Inchospé, il faut le préciser. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous.